Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois on va parler de l'épisode du 17 novembre de NXT. Donc épisode qui était plutôt sympa, franchement j'ai bien aimé pas mal de petites choses, donc on va en revenir en détail durant cette vidéo comme d'habitude. Donc on a ouvert sur peut-être la chose la moins bonne de l'épisode, puisque c'était vraiment un bordel, les règles étaient pas claires, enfin surtout sur la fin. Bref, puisqu'on a une Battle Royale par équipe, la fameuse Badabim Badaboom Battle Royale proposée par The Family. Euh, et globalement, on a plein d'équipes qui s'affrontent. On a la Chase You, on a Bronco Nima et Lucian Price, on a Los Lotarios, on a les Creed Brothers, on a Malik Blade et Idris Enofé qui n'étaient pas apparus depuis je ne sais combien de temps. Pareil pour Briggs et Jensen, on les avait pas vus depuis un petit moment. Enfin bref, on a toutes les équipes globalement qui sont là, qui s'affrontent. Et la règle, c'est globalement, si t'en as un de l'équipe qui se fait éliminer, euh, le binôme entier est éliminé. Alors je trouve ça un peu con, parce que c'est-à-dire que t'as un catcheur qui est en plein combat, qui du coup est obligé de s'arrêter, de sortir, alors qu'il pourrait tout faire pour faire gagner son équipe. Je veux dire, je trouve que la règle du t'en as un qui est éliminé et tout le monde s'en va, je trouve que la règle est débile. C'est très personnel, mais je la trouve complètement con. Honnêtement, je vois pas en quoi le fait que ton partenaire est éliminé, toi tu ne peux pas continuer à te battre pour l'équipe. Puisque quand vous êtes à deux dans le ring, vous vous battez à deux pour l'équipe. Donc pourquoi dès qu'il y en a un qui est éliminé, le dernier il peut plus continuer de se battre pour sauver son équipe. Et en plus, ça aurait pu donner des situations de tentative de résister à une sortie ou des choses comme ça, beaucoup plus intéressantes. Que là, je trouvais leurs règles complètement nulles. Alors, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je trouve que cette règle est complètement nulle. Et surtout, le truc, j'avais rien compris. Quand c'est arrivé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Euh, Quand il restait plus que 3 équipes, donc il restait la Chase You, les Creed Brothers et Los Lotarios. Du coup, les Creed Brothers avaient enfin, alors je sais pas si c'est Creed Brothers, mais du moins Los Lotarios avait été éliminé. Sauf qu'il y avait un gros bordel à l'extérieur du ring, du coup les arbitres étaient distraits. Et du coup, ils n'ont pas vu que Los Lotarios avait été éliminé. Donc ces derniers se sont débarrassés des Creed Brothers, dont cette fois l'arbitre a remarqué. Et du coup, d'un coup, on part en match. On arrête totalement la Battle Royale. Et on finit sur un match tag team classique entre la Chase You et Los Lotarios. Je me dis, ok, pourquoi ne pas continuer la Battle Royale? En plus, avec mon idée à moi, ça aurait été hyper intéressant parce qu'ils auraient été 4. Donc deux membres de chaque équipe. T'en élimines un, t'en fais que un. Par exemple, il élimine les deux autres dans une survie alors qu'il est en un contre 2. Ça aurait pu donner un truc de dingue et tout pour mettre encore plus en avant. Par exemple, avec les Creed Brothers, je sais pas, Julius il se fait éliminer et tu restes. Pas Julius, mais Brutus il se fait éliminer et tu restes avec Julius qui survit contre une équipe de heal et qui arrive à les éliminer tout seul. Ça aurait donné un truc de dingue. Que là, non, en fait, on part juste sur un match classique. Ok, aucun sens les règles. Euh, Au final, le match, une fois qu'on passe en match classique, même si je trouve que la règle est complètement débile de passer le Battle Royale à un match classique en finale, le match est quand même très bon. Hein. Chase University et Los Lotarios sont des bonnes équipes, donc forcément ça marche très bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Oui, une victoire par intervention. Il y a quand même pas mal d'interventions dans cet épisode hein, de mémoire. Euh, là, c'est justement les Creed Brothers qui justement vont se venger du fait d'avoir été dégagés alors que c'est eux qui auraient dû faire cette finale de Battle Royale. Du coup, ils vont se venger. Il y en a un qui va agresser l'un des Los Lotarios, tandis que Brutus, lui, il va détourner le regard de l'arbitre. Et du coup, bah, Chase You va en profiter pour remporter le match. Et donc, victoire de la Chase University par un petit paquet. Hein, pas non plus la plus grosse victoire. Enfin, la plus grosse, enfin, la meilleure manière de gagner. Et au final, du coup, Chase University affrontera The Family
pour les titres par équipe de NXT à Halloween Havoc. Bref, j'ai trouvé que en termes de combat et tout, c'était bien, voire très bien quand on a eu que Chase U et Los Lotarios. Par contre, en termes de règles, j'ai trouvé que c'était totalement du n'importe quoi. Ensuite, on a une promo qui était vraiment très très bonne avec Melo qui va venir faire une annonce au public, qui va raconter à quel point la semaine dernière était incroyable, du fait d'avoir été soutenu par John Cena, par l'Undertaker, machin. Il va beaucoup mettre en avant l'épisode précédent. Baron Corbin va venir l'interrompre, va notamment piquer Carmelo Hayes en lui disant et ici t'es sur le ring, t'es censé être une superstar, t'es pas censé être un petit fan machin et tout. Je trouvais ça plutôt intéressant. Il est en mode les fans c'est dans le public, donc on sent que Baron Corbin essaye de piquer en mode trouver des choses pour se débarrasser d'un adversaire afin que d'accéder plus facilement à, euh, à un match contre Ilya Dragunov. Et du coup, voilà, c'est globalement ce que dit Baron Corbin, que Melo devrait plus être une superstar qu'un fan, ou sinon, bon, autant qu'il dégage en ring. Globalement, c'est ce que ça signifie. Dijak va également venir couper la promo, juste pour dire qu'ils ne peuvent pas être ce qu'ils veulent. Hein. Ah non, qui dit que justement ils peuvent être tout ce qu'ils veulent, un fan, une superstar, him, n'importe quoi. De toute façon, il va leur casser la gueule ce soir et c'est lui-même qui ira affronter Dragunov pour la ceinture. Dijak attaquera Corbin également pour dire que ce dernier n'arrête pas de pleurer en backstage parce que personne ne respecte son expérience. Je trouvais ça plutôt marrant, voilà, c'était sympa. Ensuite, on a Dragunov. Alors, ça, c'est vraiment un truc de NXT de faire apparaître toujours 10 000 personnes dès qu'une personne essaye de parler au micro. Il y a des moments, c'est vraiment cool, comme là. Il y a des moments, où c'est chiant quoi, quand t'es pas investi dans le truc. Mais bon, Dragunov apparaît à l'écran et nous dit que Cody Rhodes, avant de stopper son rôle de manager, enfin de MG de NXT, il a donné un dernier ordre qui est que le triple straight match entre Dijak, Corbin et Melo se transforme en Fatal 4-Way avec un quatrième participant. Et là, il y a la musique de Trick Williams qui se lance. Et du coup, la tête de Melo, elle est incroyable à ce moment-là. Il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas pourquoi son meilleur ami, d'un coup, vient s'incruster dans sa tentative de retourner vers le titre. D'ailleurs, c'est même ce que Melo, il va dire à un moment donné. Hein. Il va être en mode, attends, on s'était dit que toi, tu retournais récupérer ton titre nord-américain. Moi, je récupérais mon titre à NXT. Au final, voilà, Trick Williams est là dans ce match. Donc, qui fait suite à la conversation qu'il a eu avec John Cena en ellipse. Donc une ellipse au cinéma, c'est une scène voilà, que tu ne vois pas. Euh, enfin, même pas que dans le cinéma. Hein. Après, peut-être que ça a un autre nom dans d'autres formats, mais voilà. Mais du coup, la partie a été ellipsée. Maintenant, on comprend est-ce que même Trick Williams le dit. Voilà, John Cena m'a expliqué voilà quand est-ce que c'était, quand fallait saisir son moment. Ben voilà, moi je le saisis maintenant comme ça. Dijak et Corbin vont beaucoup mettre en avant que Trick Williams est un traître, que ce dernier n'est qu'un égoïste, qui pense qu'à lui-même alors qu'il pourrait soutenir Melo. Melo va pas tomber tout de suite dans le piège, mais puisque ça va finir un peu en baston, Dijak et Corbin vont être éjectés du ring. Et il y a un moment où Carmelo Hayes est dans le dos de Trick Williams et il commence à enlever sa veste, il hésite et finalement non, il la remet et puis il célèbre le fait d'avoir dégagé Corbin et Dijak du ring ensemble. Mais on sent quand même que Melo, il apprécie pas trop. C'est son ami, tout ça. Ils s'aiment beaucoup tous les deux, mais on sent que Melo, il aime pas trop que son ami vienne se fourrer dans ses plans. Ensuite, on a eu le match que j'attendais un peu, enfin le plus du premier tour, du moins du Breakout Women's Tournament. Carmen Petrovic contre Jada Parker, parce que voilà, je voulais absolument voir ce que Carmen Petrovic, avec
son rapport du coup aux arts martiaux à les donner dans le ring. Euh, Forcément, c'est pas aussi. Je sais pas comment je peux dire ça. Parce que les mots que j'ai en tête ne font pas honneur à ce que Carmen Petrovic a montré dans le ring. Mais je veux dire, si on la compare à Lola Weiss a eu la chance déjà de faire plusieurs matchs télévisés. Alors je compte pas Level Up parce que Level Up je regarde plus, donc je sais pas si Carmen Petrovic et les autres membres du tournoi contre nous on ne voit jamais à NXT y ont participé et tout. Mais c'est vrai que Lola Weiss, du coup, avant le tournoi, on a eu le temps de la connaître, de la voir déjà faire quelques matchs, donc on a déjà eu le temps de s'habituer à son style de combat et tout. Donc dès qu'on l'a vu faire son match, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, contre, je crois que c'était contre Danny Palmer, hein, si je dis pas de bêtises. Bah du coup on était déjà habitué à ce que Lola, enfin ça fait pas non plus longtemps qu'elle a commencé, mais on était déjà habitué à ce que Lola Weiss sait faire. Du coup, on est habitué à son style et du coup, bah, c'est plus simple de soutenir ou être contre elle en fonction de si t'aimes ou pas le personnage. Personnellement, moi j'aime beaucoup Lola Weiss. Euh, mais du coup, Carmen Petrovic, elle a fait des très belles choses, mais je pense qu'elle aurait peut-être pu en faire un peu plus. On sent quand même son background autour des arts martiaux, quand elle envoie certains kicks, certaines balayettes, voilà, il y a certains trucs, on sent qu'elle a fait un truc très certainement du genre, bon, je doute qu'elle a fait de la boxe française en fonction de son origine, mais très certainement elle a dû faire du kickboxing ou des choses du genre, parce que vu les coups de pied qu'elle met et tout, elle a forcément, comme Lola Weiss, des backgrounds dans ce genre d'arts martiaux. Mais du coup, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait. Jada Parker aussi, j'ai beaucoup aimé. En plus, en termes de personnalité heel et face, j'ai trouvé que Jada Parker avait mieux travaillé son côté heel que Carmen Petrovic, même si à certains moments elle était là pour réveiller un peu la foule, parce que bah, forcément tu mets deux catcheuses que personne ne connaît, bah, forcément la foule a du mal à s'impliquer dedans. Mais à une ou deux reprises, quand même, Carmen Petrovic va un peu lancer la foule, qui va quand même réagir, même si c'est un peu dommage bah, qu'il faille que on appelle la foule pour qu'elle se mette à réagir. Contrairement à d'autres matchs où la foule en a pas besoin, ils sont directement dans le match dès le début quoi. Euh, mais voilà, le match était plutôt sympa. En plus, c'était deux styles très différents. Les deux femmes ont plutôt bien matché. Pour des débutantes qui, en tout cas à mes yeux, je crois que c'est leur premier match télévisé, c'est bien. Franchement, c'était bien. J'ai pas de souvenir d'erreur, mais en même temps, entre le moment où j'ai vu l'épisode et le moment où j'enregistre, il y a quand même eu presque 3 heures de passé, donc ma mémoire peut me faire défaut. Mais voilà, ça m'a pas choqué. En tout cas, je trouvais que pour deux nouvelles, c'était plutôt pas mal. Du coup, on a une victoire de Carmen Petrovic après un running kick dans le dos de Jaida qui était au sol, enfin au sol en train d'essayer de se relever, puis une soumission avec les jambes. Euh, du coup, Jaida abandonne. Carmen passe en demi-finale contre Lola Weiss. Très très intéressant que les deux femmes qui ont un rapport avec les arts martiaux vont s'affronter. Honnêtement, c'est un affrontement que j'ai très hâte de voir parce que je me dis ça peut donner des bonnes choses. Elles peuvent faire des très belles choses avec avec le bagage qu'elles ont. Donc voilà pour Carmen et Jaida. Voilà, c'était plutôt honorable. Ensuite, match entre Tegan Nox et Lyra Valkyria, voilà, parce que Tegan Nox aurait aimé avoir un rematch alors que du coup Lyra Valkyria avait sa chance contre Becky Lynch, du coup qui a mené à ce match qu'on a aujourd'hui. Match en soi qui était plutôt bien, très technique. Voilà, c'est pas trop le style de catch que j'aime regarder, mais effectivement, ça a beaucoup tourné autour de la technique et tout. C'était plutôt sympa. J'ai senti quelques mouvements, un moment de flottement ou de choses du moins qui n'étaient pas forcément prévues. Je pense à un moment donné où
où comment dire, Tegan Nox demande à ce que Lyra Valkyria lui mette des coups de pied, et du coup bah, Lyra elle le fait, et à un moment donné Tegan elle se prend un coup de pied dans la tête, et du coup elle tombe au sol, et je me suis demandé si c'était voulu ou pas, puisque un peu plus tard ils repartent et ils se remettent à faire ces trucs là, et voilà. Et surtout sur le final, genre, alors le final globalement c'est on a une victoire de Lyra Valkyria. Voilà, c'est normal, c'est à son tour d'avoir le championnat. De toute façon, je suis même, comme il n'y a même pas d'enjeu à ce match, de toute façon, même si elle avait perdu, ça aurait quand même été à son tour d'avoir le match de championnat. Donc, de toute façon, ça n'aura rien changé. Mais du coup, Lyra Valkyria l'emporte avec son coup de pied retourné. Et notamment parce que Tegan Nox a été distraite par Piper Niven et Chelsea Green, donc les championnes par équipe, qui sont rentrées en rivalité avec Tegan Nox et Natalia dans le roster principal. Donc bon, on se tape encore une intervention sur 3 matchs, déjà 2 interventions. Ça commence à piquer. Euh, et, euh, et du coup, bah voilà, Tegan Nox perd à cause des championnes par équipe qui sont venues la provoquer. Mais du coup, après ça, comme je disais, Tegan, elle est distraite. Et du coup, elle se retourne, elle se prend le coup de pied retourné de Lyra Valkyria. Et là, il y a un moment qui est très bizarre. Parce que Lyra Valkyria, elle commence à partir vers les cordes, comme pour monter sur la troisième corde et faire son splash. Et puis finalement, elle revient en arrière et fait le tomber. Et tu te dis quoi? Qu'est-ce qui lui arrive à Lyra Valkyria? Un petit moment de flottement, voilà, et un peu perdu. J'ai pas trop compris, ça gâche pas le match était vraiment sympa, mais ouais, on n'a pas trop compris enfin, ce qui s'est passé. D'un coup, elle était en mode hop là, je pars pour faire mon splash, puis ah non, finalement, je fais le tomber. Bon, c'était un peu bizarre, mais voilà, le match en lui-même était sympa. La victoire de Lyra Valkyria était trop facile à prédire, hein. Voilà, elle est censée avoir son match de championnat la semaine prochaine, donc forcément ils n'allaient pas la diminuer juste avant. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Tegan Nox. Mais bon, après elle perd à cause d'une intervention. Bon, intervention un peu débile, hein, parce que Tegan Nox était sur le point de gagner et puis elle se laisse distraire comme une neuneu. Bon, c'est les faces, hein, les faces sont toujours débiles, hein, c'est comme ça malheureusement. Ensuite, match qui n'a aucun sens dans sa construction, hein. Je rappelle, la semaine dernière, Roxane Perez elle perd son match contre Asuka parce que Kiana James a mis Asuka sur la route de Roxane Perez. Roxane Perez elle perd, Asuka, pas Asuka, mais Kiana James elle vient provoquer Roxane Perez, elle vient se foutre de sa gueule, mais elle n'agresse pas Roxane Perez alors qu'elle aurait pu le faire, et du coup Shotzi agresse Kiana James. Puis ok, ça n'a aucun sens, mais ok. Et forcément, je m'y attendais parce que en allant sur le network, du coup, l'image qui sert de miniature au show, bah, c'est justement une, une photo de. Pardon. Une photo de Jodie Blackheart. Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'ils vont avoir fait un match entre elle et Kenna James. Et forcément, bon, il n'y a pas raté. Match entre Kenna James et Josie Blackheart qui en soi était plutôt sympa, hein. Le match était pas mauvais. Les deux femmes ont plutôt bien matché. Mais ce qui m'a dérangé, c'est la fin de match. Encore une intervention. Je rappelle, hein, on a eu quoi, un 2 3 4 matchs. 4 matchs, 3 interventions. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Heureusement, les 2 matchs suivants n'auront pas d'intervention de mémoire. Dans le main event, on n'a pas eu d'intervention non plus. Mais tu te dis quand même, en tout, t'as 1, 2, 3, 4, 5, t'as 6 matchs, la moitié sont gagnés par des interventions, ça fait quand même beaucoup. Surtout sur un show d'1 heure et demie, bah quand même tu les sens passer les répétitions d'interventions, de machin. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais du coup, en plus, intervention, agression, enfin la pauvre Kiana James, elle a pris cher. Parce qu'en gros, à la fin du match, Roxane Perez intervient pour prendre le sac de Kiana James. Là, pareil, ça ne fait pas sens. Que Roxane Perez, elle intervienne et prenne le sac de Kiana James parce que Kiana James veut s'en servir pour frapper Shotzi Blackheart. Je peux comprendre.
Là, Kiana James, elle cherche même pas à servir de son sac à main. Roxane Perez, elle le prend, elle montre ce qu'il y a dedans, donc on sait enfin ce qu'il y a dans le sac, du coup ce sont des briques. Mais Roxane Perez, elle prend le sac à main, elle prend les briques. Du coup, Kiana James, elle lui reprend des mains. Sauf que derrière, Shotzi Blackheart le prend des mains de Roxane, Kiana James. Sauf que l'intervention de Roxane Perez fait que l'arbitre est retourné vers Roxane Perez, ce qui fait que Shotzi Blackheart frappe Kiana James avec le sac à main. En plus, elle lui redonne le sac à main, ce qui fait que elle se fout par terre. C'est nul à chier. Enfin, je veux dire, au moins, quand il y avait les trucs vraiment comme Eddie Guerrero, ça avait du sens. Là, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est elle qui frappe son adversaire, qui se fout par terre, mais du coup, Kiana James, elle se prend un coup de sac avec des briques et elle reste debout. Ça n'a pas de sens. L'arbitre, il se retourne, il va caler avec le sac, il voit l'autre par terre. Enfin, bref. Ensuite, Shotzi Blackheart, elle finit le match et elle gagne. Enfin, bref, avec une senton. C'est. La fin du match, elle est nulle à chier. La fin du match, elle est nulle à chier. Euh, et en plus, t'as limite l'impression que Kiana James est devenu la face et que Shotzi Blackheart et Roxane Perez ce sont les heels. Parce que, encore une fois, je le rappelle, hein, Kiana James n'a pas agressé Roxane Perez, c'est elle qui s'est fait agresser par Shotzi Blackheart juste parce qu'elle provoquait Roxane Perez. Là, encore une fois, Kiana James, elle se bat comme elle peut, elle cherche même pas à tricher, et du coup, c'est Roxane Perez qui aide Shotzi Blackheart à tricher. Ça n'a aucun sens. Le respect des face heal n'a aucun sens dans ce match. Euh, Très très déçu, moi qui adore Roxane Perez, qui adore Kiana James. Josie Blackheart, je suis pas un grand fan, j'ai jamais été un grand fan, mais j'ai rien contre elle, hein, de plus que ça. Mais très très déçu de la façon dont s'est terminé ce match. Ensuite, comme je disais, ce serait bien qu'ils accélèrent le Breakout Tournament pour qu'on ait la finale durant Halloween Havoc. Et soit ils ont écouté, soit c'était déjà dans leur plan. Je pense que la deuxième solution est la meilleure. Mais du coup, on a le dernier match du premier tour avec Ariana Grace qui arrive au ring et qui se dit bon ben. Alors il y a eu un truc backstage avec les métaphores, mais j'ai pas trop compris, pas trop suivi ce qui se passait parce que j'étais en train de faire des papiers en même temps. Mais du coup, de ce que j'ai compris, Jakara Jackson serait blessé et ne peut pas participer au match. Donc Ariana Grace se dit ok c'est super, donc je vais direct en demi-finale contre Kelani Jordan, mais elle se fait interrompre par Brinley Reese, que je connais pas, donc très certainement une fille qui, j'ai pas envie de dire qui est au même niveau que les autres, mais en termes de, de pas envie de dire connaissance, reconnaissance, popularité, c'est pas les bons mots. Je veux dire, elle est un peu comme les autres dans le sens où c'est des gens qui sont pas forcément mis en avant, certains qu'on ne connaît pas du tout, comme Petrovic, comme la fille qui avait perdu contre Kelani Jordan. Bref, ce sont des gens qu'on connaît pas. Et Brinley Reese, c'est pareil, on la connaît pas, voilà, on la met en avant, c'est un peu le principe du tournoi. Bref. Du coup, Ariana Grace et Brinley Reese qui est plus. Alors il y en a une qui est vraiment en mode un peu île fuyarde, un peu comme à l'époque, et Brinley Reese qui est un peu une force brute à côté d'elle. Et le match était plutôt sympa. Il y a des choses qui m'ont fait marrer, comme le moment où Ariana Grace qui met sa main en mode Asie, tu sais, un peu en mode baise-main, puis l'autre qui prend juste sa main, qui lui tord le poignet. Bon, il y a des petits trucs que j'ai trouvé marrants. Mais le match en lui-même, comme pour les autres, hein, tous les matchs du Breakout Tournament, est plutôt sympa, il fait le taf. Ça met bien en avant ces jeunes stars. Et c'est très très cool. Victoire, j'ai envie de dire surprise et pas surprise en même temps, d'Ariana Grace, hein, qui termine avec un finisher un peu particulier dans le coin, qui se termine en facebuster pour son adversaire. Voilà, c'est plutôt cool à le voir exécuter plusieurs fois. Je pense que je m'y habituerai plus. Sur le coup, j'avais pas capté que c'était son finisher. Mais du coup, victoire d'Ariana Grace, assez logique, puisque Ariana Grace est censée affronter Kelly Jordan, donc c'est plus logique que ce soit la heel qui affronte une ace en demi-finale. Une ace, une face. Du coup, on reparlera de tout ça lors de la conclusion. Du coup, on passe au main event avec le match conclusion entre Dijak, Carmelo Hayes et Baron Corbin. Meilleur match de la soirée, très clairement, pour devenir le challenger numéro 1 au titre de Dragunov pour la nuit 2
de Halloween Havoc. Le match, j'ai adoré, surtout que le début c'était très drôle parce que tu voyais les deux géants avec Melo tout petit au milieu, c'était très drôle et au final ça a bien marché, ça a bien combiné entre les trois, ça s'est bien mis sur la tronche, c'était vraiment très cool. En plus, Carmelo Hayes, comme il est plus petit, plus mince et tout, il a vendu des prises, c'était génial. Voilà, Baron Corbin et Dijak n'ont pas hésité en mettre, enfin pas en faire des caisses, mais vraiment à être stiff, à y aller fort et tout. Vraiment, le match il est génial, je recommande de le voir. Pourtant, je recommande très peu, pardon, je l'ai loupé. Je recommande très très peu souvent de voir des matchs de Baron Corbin parce que je suis pas fan de ce que fait Baron Corbin. Je recommande très peu Dijak parce que pareil, Dijak, je suis pas très fan de ce qu'il fait. Ben alors là, dans ce match à 3 avec Melo au milieu, franchement, je vous conseille de regarder. C'était vraiment très bien. Le final est très très bien aussi puisque l'on a une victoire opportuniste de Melo qui va placer sa descente de la cuisse sur Baron Corbin alors que ce dernier venait tout juste de placer son End of Days sur Dijak. Du coup, Melo en profite pour faire le tomber sur Dijak, puisque quasiment personne s'est relevé du End of Days. Donc victoire de Melo qui va affronter euh, ben, Dragunov dans la nuit 2 de Halloween Havoc pour son match revanche. Enfin, voilà, et tenter de récupérer son titre. Voilà, je m'y attendais un petit peu parce que je me l'étais fait spoiler aussi sur Insta. Mais voilà. En tout cas, il faut aussi rajouter que Trick Williams finalement n'aura pas participé à ce match puisque backstage on a découvert qu'il s'est fait agresser par quelqu'un et du coup n'a pas pu participer au match. La vraie question c'est qui a agressé Trick Williams. En vrai, j'ai envie de faire un pari fou. J'ai envie de croire que c'est Carmelo Hayes qui a agressé Trick Williams. Dit comme ça, certains peuvent te dire non mais il est con, c'est son meilleur ami, machin. Mais en vrai, qui a le plus d'intérêt à se séparer d'un Trick Williams qui devient de plus en plus populaire? Il n'y a que Carmelo Hayes. Hein. Voilà, alors certes, il était là pour le soutenir avec des grandes guillemets, alors qu'il s'est fait agresser. En plus, on a bien vu que enfin pas Carmelo Hayes, mais Trick Williams n'arrivait pas à parler tout ça. Et du coup, ça fait qu'on ne sait pas qui l'a agressé. Est-ce que Dijak, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'il agresse Trick Williams? Parce que quand il y avait déjà Baron Corbin et Carmelo Hayes devant lui, il disait de toute façon, quoi que vous fassiez, je vais vous défoncer. Donc il y a une personne en plus ou en moins. Je pense pas que Dijak, ça le dérange plus que ça. Baron Corbin, ça peut être une possibilité, puisque Baron Corbin, on l'a bien vu, ça fait un moment qu'il veut sa chance pour le titre. Il a tenté de dissuader Melo en mode vas-y, tu fais le gros fan, bah, les gros fans c'est là-bas, dans le public. Si tu joues comme ça, t'es pas une superstar, tu mérites pas d'être avec nous, tu vas dans le public. Donc en vrai, Baron Corbin, il pourrait être celui qui a agressé Melo. Et en vrai, pour un heel turn de Carmelo Hayes, j'ai envie de croire que c'est lui qui a agressé Trick Williams et qui ensuite a fait semblant de le soutenir, d'appeler la sécurité, machin, pour qu'on le soigne. Franchement, j'ai envie de croire à cette hypothèse, honnêtement. Je sais pas si c'est la bonne, mais j'ai envie d'y croire. Voilà. En tout cas, match très très bon que je conseille. C'est passé plein de choses de dingue. Le public a beaucoup applaudi. Il y a eu des chants NXT, des This is Awesome, plein de chants tellement les gens étaient contents. Et je comprends parce que ce match était vraiment excellent. On termine donc avec la preview de Halloween Havoc nuit 1. Même si du coup, bah, pour la nuit 2, la seule chose qu'on sait, c'est que Carmelo Hayes affrontera Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Sinon, on ne sait absolument rien de ce qui se passera lors de la nuit 2 de Halloween Havoc. Même si je pense qu'on aura également la finale du Breakout Tournament. En tout cas, c'est ce que je pense. Bref. En tout cas, pour la nuit 1 de Halloween Havoc, on aura Kelani Jordan contre Ariana Grace pour la demi-finale du Breakout Tournament. Et également, on aura la deuxième demi-finale entre Carmen Petrovic et Lola Vice. En sachant que pour avoir une finale logique, soit
On a Kelani Jordan qui gagne et du coup Lola Vice qui gagne pour avoir une heal contre une face en finale. Soit on a Arna Grace qui gagne et du coup c'est Karen Petrovic qui gagne pour avoir toujours cette dynamique face heal. Euh, voilà, je pense que ça va être un truc comme ça. Pour moi, si Kelani Jordan elle gagne, c'est Lola Vice qui gagne derrière. Si c'est Arna Grace qui gagne, pour moi c'est Carmen qui gagne derrière. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir une finale face-face ou une finale heal-heal, mais en termes de dynamique, ce serait pas aussi bon que une dynamique face-heal. Bref, en tout cas, c'est mon avis à moi. Ensuite, on aura sûrement le main event Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour le titre de NXT féminin. On aura Gigi Dolin contre Blair Davenport dans un light out match, donc qui a été décidé grâce à une roulette d'Halloween. Je pense roulette qui sera peut-être réutilisée pour des stipulations pour la nuit 2, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, voilà, Lights Out match, donc expliquons un match qui se passe dans le noir, à voir comment ça va être foutu. On aura également les débuts de Lexi King, alias Brian Pillman Jr. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens se plaindre, oui, pourquoi ils ont enlevé son nom, machin. Regardez les promos, bordel de merde. Regardez sa vignette et vous comprendrez pourquoi ils ont changé de nom. C'est pas en mode on change de nom juste pour changer de nom. Ils ont le changement de nom fait partie de l'histoire qu'ils veulent créer autour du personnage. Donc au bout d'un moment, suivez les trucs, servez-vous un peu de votre tête là pour ceux qui comprennent pas pourquoi ils ont changé son nom. Et voilà. Moi j'ai juste hâte de voir, parce que je connais pas ce catcher, donc j'ai juste hâte de voir ce qu'il va donner. Ensuite, on aura un match entre The Family et Chase You pour les titres par équipe. Et on aura également Roxanne Perez contre Kiana James. Enfin, on enlève Josie Blackheart de l'équation qui n'a rien à foutre là. Et les deux femmes vont s'affronter dans un Davis Playground match. Donc sûrement dans un match avec un environnement horrifique entre les deux femmes. Et ça, j'avoue que j'ai assez hâte de voir un peu ce que ça va donner également. Donc voilà pour les previews de la semaine prochaine. En tout cas, cette semaine, j'ai trouvé que le show était vraiment sympa. On avance bien sur le Breakout Tournament féminin. Ensuite, on pourra attaquer petit à petit le masculin et le tournoi par équipe, le Dusty Rhodes Classic. Là, je sais pas trop comment il s'appelle précisément. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un bon épisode. Je me suis pas trop ennuyé. Les matchs étaient cool. Les promos étaient cool, tout ce qui se passe autour de Kieran Meloy et Trick Williams, c'est hyper intéressant. Très déçu quand même de certains moments, comme le passage de Kiana James et Jody Blackheart, c'était n'importe quoi, la bataille du début était n'importe quoi. Le reste était vraiment très bien, mais l'event était génial. Bref, on a eu du bon et du mauvais, comme dans tout, bien sûr. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de NXT. Et on se dit à très bientôt pour notamment la nuit 1 de Halloween Havoc. Et n'oubliez pas, je ne fais plus de pronostics de PLE, que ce soit PLE normal ou PLE thématique, parce qu'avec NXT on a les deux. Mais du coup, je l'ai fait dans l'onglet communauté. Donc, je mettrai durant la semaine, avant. Oui, je ferai ça dans le week-end. Du coup, je mettrai mes pronostics de Halloween Havoc parce que forcément, si je les mets, comme moi je peux voir l'épisode que le jeudi, mais si je fais mes pronos le mercredi, on pourrait dire oui, mais t'as triché parce que les résultats sont déjà sortis. Donc je mettrai mes pronostics avant mardi, avant l'épisode, et comme ça, on pourra juger de si j'ai fait les bons choix ou pas. Voilà. Allez, ciao les anacalypsiens, passez une bonne semaine. Ciao.